le vent se levait. Et devant l'entrée de cette vieille demeure se tenait le vieux Doug MacLeod. Celui-ci tenait fermement sa canne tout en fixant la route pourtant déserte. Quelques journaux traînaient ça et là. Un chien errant faisait mine de chercher sa pitance. Le quartier, pourtant naguère joyeux, faisait office de coin perdu. Et tout dans le regard du vieux Doug trahissait une anxiété évidente. Il allait revenir. À quelle heure il n'en savait rien. Comment? Ça, il le savait. C'était toujours de la même sinistre manière. Mais pour l'heure, rien de suspect. Ses pieds étaient rivés sur le sol, tels des poteaux plantés dans du béton armé. Puis, contre toute attente, une voix familière arriva de sa droite, à un angle que lui-même n'avait pas soupçonné. Il était resté 1 heure debout, et bien que n'étant pas malade ou impotent, il ne pouvait pas se retourner. Il ne pouvait que tenir fermement sa canne, qui faisait pourtant piètre allure par rapport à ceux qui arrivaient. Doug reprit sa respiration. Et, sans bouger la tête, il dit simplement « Alors, c'est maintenant ?» Aucune réponse venue, comme si sa question, aussi stupide qu'évidente, ne méritait aucune réponse. 30 secondes passèrent, et le vent devint glacial. Un début de pluie, puis la luminosité commença à baisser. Doug tenta de bouger la tête, mais rien à faire, impossible. Le chien, qui était à côté, commença à japper. Puis il s'échappa, comme s'il avait compris qu'il valait mieux voir ailleurs. Il ne restait que Doug. La rue déserte, et le silence, et autre chose. Doug perdit patience et hurla. Combien de fois je t'ai repoussé, tu reviens? Aucune réponse. Car c'était tellement évident. Le vieux homme scruta les maisons qui étaient abandonnées. Plus personne ne vivait ici, sauf lui. Tout était vide. Vide de sens. Vide de vie. Et maintenant, rien. Toujours rien. Doug sentit que le poids de ses jambes ne pouvait plus le tenir. Il prit sur lui, se disant que maintenant il pouvait s'asseoir. C'était le moment. Et à un moment, le plus inattendu, la voix revint et lui dit « Non, pas maintenant !» Les minutes passèrent avant que Doug prit sur lui et puis prendre ses forces. Et puis enfin tourner sa tête. Et rien, aucune trace. Et il rentra chez lui. Car il n'avait que ça à faire. Il prit sa canne, enjamba la porte, quand tout à coup, il eut une sensation désagréable.
Il se sentit bizarre. Il sentit quelque chose tomber sur son crâne chauve. C'était du sang. Il leva la tête et il vit une tête décapitée. C'est le même bouc qui dit maintenant. Il poussa un cri d'effroi qui fit rire la tête de bouc. Bouc s'enfuit. Il est à la maison, prit sa voiture, il n'en pouvait plus. Mais au moment où la pluie s'abattait de plus en plus fort, il manqua de rentrer dans une autre voiture. Puis le néant. À son réveil, il vit un couple de jeunes gens qui lui dirent que c'est avec eux qu'il avait failli avoir un accident. Par chance, aucun blessé. Le conducteur se présenta en disant s'appeler Caleb Jenkins et sa compagne Trish Foster. Mais à sa plus grande surprise, le vieux Doug comprit qu'il était impossible d'émettre le moindre son, comme si sa terreur l'avait rendu muet. Mais Caleb avait pris son permis de conduire et sa carte d'identité. Il l'avait ramené chez lui, détail qui effraya Doug, qui aurait voulu que ses sauveurs n'entrent jamais dans cette ville, mais le mal était fait. Il leur fit signe de lui donner un papier et un stylo pour communiquer. Caleb était ambulancier, connaissait son affaire. Il savait que certains chocs post-traumatiques pouvaient occasionner ce genre de trouble, même si c'était assez rare. La seule chose qui inquiéta le jeune homme, c'est qu'il n'avait aucune raison et que le téléphone de son hôte n'avait aucun signal. Mais qu'importe. Il décida d'attendre le lendemain pour le mener à un médecin. Chose qu'il n'aurait pas fait en temps meilleur. La pénombre fit face à la nuit. Et vers 2h52 du matin, un spectacle sinistre réveilla Caleb. Toutes les lumières des maisons environnantes étaient allumées, mais d'une couleur rouge. Cette ambiance lugubre et diabolique intrigua le jeune homme, plus qu'autre chose. La curiosité prit vite le pas, et d'un pas décidé, il descendit l'escalier, ouvrit la porte d'entrée, quand soudainement, une main sortit du mur l'agrippa avec force. C'était le vieux Doug. Celui-ci fit un signe non de la tête. Caleb n'insista pas. Comme si une raison plus forte que la logique lui intimait d'obéir. Tous s'assirent devant une table ronde. Doug prit son carnet et un stylo et écrit qu'il ne fallait pas sortir. Caleb fit une moue négative, mais bon, ne voulant pas vexer Papy Doug, il acquiesça et proposa de boire un café ensemble. Lui en accepta avec joie. Pour la première fois depuis longtemps, ils n'avaient pas partagé un moment d'amitié. Puis, un bruit. Ou plutôt, un gémissement se fit entendre de l'autre côté de la porte. Doug se leva, non sans une certaine appréhension.
Il ouvrit la porte pour voir le chien errant qui commandait toujours de la nourriture et un peu d'hospitalité. En temps ordinaire, Doug n'aurait pas levé le petit doigt, mais laissa voir. Là, laissa entrer le chien, sortit un morceau de viande du frigo, et une vieille gamelle qui est remplie d'eau, pour le plus grand bonheur du toutou qui n'en demandait pas tant. C'est un bon chien, fit Caleb, et un son « oui » sortit de la bouche de Doug. Enfin, la parole lui était revenue. Comme si toutes ces petites attentions pleines de gentillesse avaient chassé le mal. Les autres maisons étaient toujours allumées avec ce sinistre rouge. Mais celle de Doug avait une lumière blanche, presque féerique, qui faisait un contrepoids puissant. Très vite, Caleb assaillit le vieux Doug de questions, qui lui tendit un vieux journal intime, en lui disant qu'il aurait toute la réponse à ses questions. 16 octobre 1994. Le révérend Bolton est mort. Beaucoup l'ont pleuré, sauf moi. Je ne suis pas athée. Et en tant qu'ancien soldat, j'ai eu assez d'horreur pour savoir qu'une vie peut facilement partir dans l'indifférence totale. 22 octobre. On m'a invité à une assemblée bizarre et spéciale. Tout le monde doit faire la connaissance du nouveau pasteur, un certain Géménia Garland, comme si j'avais que ça à faire. J'ai vu en Irak des enfants faire connaissance avec des armes qui n'étaient pas des jouets. 25 octobre, homme de la cinquantaine, interpellé en pleine rue. Il est sec, froid, grisonnant. Pour sûr que c'est le prédicateur dont tout le monde parle en ville. Il m'a fait la morale. En ce qui concerne la politesse, moi la morale. Je lui ai dit qu'il avait de la chance qu'on n'était pas à Fallujah avec chacun un MP5. Et a vite compris et a tourné talons si secs. 2 décembre. Mes voisins déménagent. Pas et où, j'ignore. Tout ce que je sais, c'est que c'est pour la santé de leur jeune fille. 10 décembre. 4 voisins de plus au bon. Toujours le même motif. Raison de santé. 11 décembre. Je décide d'aller à la mairie pour le reconnaître. Ils me disent qu'ils sont au courant de rien. Mais bien sûr. Et en sortant, je vois une affiche du pasteur. 15 décembre. En rentrant chez moi, j'ai vu des tags sur ma porte dans une langue inconnue. 21 décembre. Je surprends la conversation de 2 bigotes qui disent qu'elles ont une nouvelle Bible et qu'une messe spéciale sera dite le 25 décembre à minuit. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais un détail m'échappe pas à mon regard. Elle porte une croix à l'envers. 24 décembre. 11h30 du soir. J'ai décidé d'aller voir cette messe de minuit, pour en avoir le cœur net. On verra pourquoi ce pasteur a l'air louche. Le journal n'en dit pas plus. La plus grande surprise de Caleb, qui demanda la suite à Doug. Celui-ci prit une gorgée de café, histoire de prendre du courage. Je vins à la messe, qui, à ma plus grande surprise, ne se déroulait pas à l'église Saint-Georges, mais dans un grand hangar. Les affiches du pasteur étaient partout. Oui, ça c'est vrai. Puis une sorte d'orgue joué de manière bizarre, comme si tous les accords étaient en désaccord avec le
côté solennel et du côté sacré de l'office, si j'ose dire. Une odeur en peste le souffle de partout, ce qui semblait ne pas gêner la congrégation en transe. Je vis enfin un spectacle des plus dégoûtants. Le pasteur qui joue le jour, les saints, se présenta avec un habit rouge, avec des motifs diaboliques. Une messe noire, voilà ce qu'était l'idée de ce Garland. Et j'étais abasourdi. Comment des gens aussi pieux que ceux de la ville de Pro City avaient pu tomber aussi bas? Je ne pus résister l'envie de sortir de cette sinistre parodie. Quand un gars musclé, qui faisait office de videur chaud par maintenant, avec ses collègues de force au centre de cette immense pièce. Là, Garland sortit une sorte de dague ciselée, comme si elle allait servir de sacrifice à je ne sais quel malade mental. Il ne prit cependant qu'une goutte de sang et scanda des paroles incompréhensibles. Levant les mains vers le ciel, je vis ses fidèles ériger une croix, mais à l'envers. Ce qui me fit le plus grand dégoût en pensant au pauvre Evan Bolderton, lui si bon chrétien. Je vis un vieux monsieur qui avait posé sa canne en forme de croix, et je profitai que les sbires du faux pasteur me lâchèrent pour m'en saisir comme arme. Je la brandissais, la faisais tomber, jusqu'à que celle-ci s'abatte sur le crâne de Garland, qui s'effondra comme tout le reste de son assemblée. J'eus l'espace d'un instant peur d'avoir tué ce fou et pris la fuite, non pas par l'acheter, mais plus parce que mon instinct ne voulait pas que je reste après que les fanatiques se réveillent. Les jours passèrent, et bizarrement, on ne parla plus de Garland, et ses affiches avaient disparu, comme si cet homme n'avait jamais mis les pieds en ville. Au fond de moi, j'étais rassuré. Les jours passèrent, et en 1995, je fis la connaissance d'un bibliothécaire qui était fan de tout ce qui était paranormal et fantastique, qui me dit que Garland était l'anagramme de Nergal. Vous y croyez? Un démon des enfers. Les années passèrent. Puis il y a 3 ans, je vis la disparition de plus de la moitié de la ville. Très vite, Ben Langton, le bibliothécaire, me téléphona pour me dire qu'il avait une piste. Il avait découvert que le main d'or de la vieille Stewart avait été légué à ce Garland de malheur. Après les voitures, il me demanda ce que je faisais avec cette canne, que je n'avais pas besoin pour manger. Je lui ai répondu que c'était mon porte-bonheur. Arrivé sur place, on ouvrit le portail d'entrée, envahi de lierre. Les fenêtres étaient quasiment toutes cassées, et la porte d'entrée à moitié défoncée. On se regarda avec la peur au ventre, mais la curiosité prit le pas sur cette peur pourtant salvatrice. Et on réussit, vaille que vaille, à entrer à l'intérieur de cette bâtisse qui empêchait la poussière et la mort. Je me retins de vomir. Ce que Ben ne put faire. Nous avançâmes tels des enfants dans un cimetière la nuit. Et j'avoue que je n'étais pas fier de moi. Quasiment toutes les portes étaient fermées, sauf celle de la cave. Ben sortit une lampe torche et s'aventura en premier dans cette tente où la lumière avait du mal à passer. Au loin, on aperçut une forme très difforme qui semblait bouger de manière très chaotique. Le sol semblait craquer à chaque pas, et à mesure qu'on avançait, la tenaille, oui, la peur me tenaillait de plus en plus.
mal à respirer. Je fais signe à Ben de faire machine arrière. Mais lui ne voulut pas. Il continua à avancer seul. J'étais figé sur place. Je ne pouvais plus supporter ça. Puis Ben avançait. Il avança. Plus il semblait en transe, plus je tremblais. Puis au moment où je vis la lumière de la lampe commencer à disparaître devant moi, je fus pris d'un instinct qui me poussa à courir vers mon ami. Je l'agrippai et un cri sourd sortit de cette tête difforme, sorti de je ne sais où. Je n'osais pas le regarder. J'ai eu du mal à monter les escaliers avec mon ami dans les bras qui semblaient avoir perdu connaissance. Les tableaux du manoir se bougeaient comme si c'était des battements d'ailes d'oiseaux. Et quand par magie on finit par sortir de cette maison, je finis par allumer la voiture, démarrer, mais en me retournant, je vis des visages ensanglantés derrière les fenêtres. Une semaine passa et puis Ben m'envoya une lettre pour me dire qu'il déménageait pour raison de santé. C'est à partir de cette date que tous les soirs Carlène me rend visite devant ma maison dans un combat mental qui est souvent à son avantage. Doug n'en dit pas plus. Caleb avait écouté son histoire. Il regarda l'horloge. Il était 3h15 du matin. Il allait se coucher, mais médita sur les paroles de Doug. Quand tout à coup, il entendit sa femme hurler de terreur. Doug lui emboîta le pas avec sa canne. Bandit dans la chambre où voir Trish se débattre sous les draps. Mais rien, si ce n'est qu'une énorme flaque de sang sur les draps. Caleb prit sa femme dans les bras. Il savait que Doug n'y était pour rien et commença à croire son histoire. Que faire? Caleb posa la question la plus simple et la plus stupide qui soit. Il demanda pourquoi Doug n'avait jamais déménagé. Doug savait que cette question n'était en rien stupide, mais il avait été marqué par le mal et savait que oui, que s'il partait, Nagel le suivrait, où qu'il soit. Il est hors de question que Trish et Caleb partagent son sort. Il leur dit de partir rapidement à l'aube, mais Trish et Caleb refusèrent. Doug était décontenancé, mais ne voulait pas partager son malheur. Mais d'un autre côté, il était content de ne plus être seul. Que faire? Il ne pouvait pas chasser ses nouveaux amis et accepta qu'il reste avec lui, à condition qu'il parte le lendemain, avant les 16h de l'après-midi. L'homme finit par se pointer, et les lumières rouges étaient aussi présentes que des phares dans la nuit. Tout le monde fut surpris, parce que quelqu'un frappa 3 fois à la porte. Ça commence, fit Doug. Puis il rajouta, vous aurez dû partir hier soir. Des râlements dehors surgirent de partout. Et comme à son habitude, Doug prit sa canne. Au moment où il sortit dehors, Trish et Caleb, ainsi que le chien lui virent en aide. Mon Doug n'était plus seul à affronter son ennemi.
La porte s'ouvrit, et rien. Tous sortirent d'un pas hésitant, mais toujours rien. 1 mètre, 2 mètres, 3, toujours rien. Sans dire un mot, et parce que c'était la seule solution, Doug ordonna au couple de courir vers la voiture, au plus vite. Mais au moment d'ouvrir la porte, tous furent figés par la même force de la veille. Alors comme ça, tu m'apportes d'autres jouets, fit la voix amusée. Mais cette fois, Doug ne put se retourner. Et Garland, avec sa toge rouge et des cordes sur la tête. Mais Exit Garland, c'était bien Nergal qui était là. Doug lui demanda de laisser ses amis en dehors de ça. Mais le démon se gossa de cette requête et fit un « si tu veux » ironique. Mais au moment où Nergal crut pouvoir jouer avec tout le monde, Caleb et Trish firent de même en prenant la main de Doug. Nos chiens se tenaient devant eux en grognant, avec une force qui surprit tout le monde. Quand Nergal avança, agacé par tant d'hardiesse, celui-ci se mit en colère. Mais fut repoussé par une force inconnue. Il se releva, courut vers eux, puis tomba à la renverse. Quelque chose avait changé. Il n'avait plus aucune emprise sur eux. Et cela l'agaçait. Il voulut une dernière fois se relever vers eux. Mais quand il vit les 3 personnes saisir cette canne en forme de croix, le regard plein de conviction, Nergal comprit que la peur qu'il inspirait, celle-là même qui faisait sa force, n'avait plus aucun effet. Pire encore, une faille s'ouvrit derrière lui. La gaine qui le retournait au deux temps l'aspira vers les limbes dont il était originaire. La ville trembla, puis plus rien. Doug ne savait pas si le mal était parti pour de bon, mais il accepta la proposition de Calais et Trish de partir avec Médor aussi. Le vieux Doug finit sa vie en Floride, loin de tout cela. Et un jour, alors que son petit-neveu cassa par erreur la vieille canne, il vit une inscription cachée pour mon grand-père, le révérend Bolton. Fin de l'histoire.